Salut les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. On se retrouve aujourd'hui pour un méga giga book haul. Je sais pas comment je vais faire pour vous présenter tout ça rapidement. Il y a un tome, voire un peu plus. Il y a des tomes, beaucoup de tomes que j'ai trouvé dans les boîtes à livres. Du coup, j'ai pas pu m'empêcher et je l'ai pris à la maison parce que c'est des titres que je voulais plus ou moins depuis longtemps ou c'est des auteurs que j'aime beaucoup. Il y a une réception d'un concours, il y a un achat neuf et des petits achats en occasion. En tout cas, je vais vous expliquer tout ça dans les minutes à suivre. Ne perdons pas de temps, attaquons vite fait parce que comme je vous disais, il y a beaucoup de titres, des bons titres, il y a un peu tout, il y a de la SF, il y a du fantastique et bien évidemment, il y a de l'horreur. Et on va commencer avec un auteur chouchou, on va commencer avec John Saul, Punish the Sinners, la punition des pécheurs. Je sais pas comment ce titre il a été traduit en français, j'ai aucune idée, je sais qu'il a été traduit en français, vous pouvez le trouver en occasion. Moi je l'ai pris en anglais, en occasion, il est un peu jauni, mais bon, je le voulais vraiment, je veux tous les romans de John Saul, absolument tout ce que je peux trouver, moi je le prends, parce que c'est un auteur, comme je vous disais, que j'adore. Dans ce roman, on va suivre une histoire des rituels, voire une histoire des sectes. On va avoir deux époques différentes. Une première partie qui va se passer dans les années 1200, où il y a l'Inquisition qui fait des siennes, où les innocents sont punis, sont torturés. Il y a les pires atrocités qui sont mises en place et des années, des siècles plus tard, dans les années 1900, dans une bourgade anodine, apparemment, il y a les réminiscences de ce type de secte qui a sévi dans les années 1200. Peut-être que les atrocités sont pas pareilles, mais l'horreur est toujours là. Dans une petite bourgade sans histoire apparente, il y a une vague de suicides qui touche notamment les filles. Il y a beaucoup de filles dans le lycée en particulier qui sont touchées. On sait pas ce qui se passe. Est-ce que c'est une force surnaturelle qui agit sur ces filles? Est-ce que c'est les descendants de ces inquisiteurs, de cette secte qui ont mis en place des rituels pas trop orthodoxes? On verra bien dans ce petit récit de John Saul. J'ai trop envie de lire. Voilà. De toute façon, vous allez entendre ici, j'ai trop envie de lire. On va continuer avec des petits trouvailles, des bons petits trouvailles dans des boîtes à livres. Quand je vais dans une ville pour faire de la randonnée ou quand je vais dans ma ville, je cherche toujours les boîtes à livres et je regarde toujours ce qu'il y a à l'intérieur parce que parfois on peut trouver des pépites. Cette fois-ci, j'ai trouvé 2 tomes de Buffy contre les vampires. C'est 2 romans qui sont sortis de la série culte que j'ai jamais vus. Quand vous savez, moi et les séries, moi et les films, bon, on est pas trop potes, mais j'avais envie de tester, j'avais envie de découvrir Buffy, je me suis dit pourquoi pas, ça parle des vampires, moi j'adore les titres des vampires, en plus c'est des romans, même si c'est des romans éloignés, ils sont écrits par des auteurs différents, du coup je pourrais les lire indépendamment. Bien sûr, j'ai fait mes recherches, j'ai demandé à mon pote ChatGPT de me dire si vraiment je pourrais lire et il m'a dit écoute meuf, regarde quelques épisodes de la série afin de te faire une petite idée des personnages, mais sinon tu peux aller et tu peux découvrir Buffy contre les vampires. Et je me suis dit ok, merci mon pote, on y va, on va essayer de tester Buffy contre les vampires. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas si je vais aimer ces adaptations, comme je vous disais, j'ai jamais vu cette série, mais on verra bien. Le prochain titre que j'ai trouvé, c'est un SF culte, mais culte, écrit par un auteur que j'aime beaucoup, mais que j'aime surtout dans le registre de l'horreur, parce que j'ai découvert Dan Simmons dans le registre de l'horreur avec Nuit d'été. Cette fois-ci, j'ai trouvé Hyperion. C'est un roman plébiscité. J'ai entendu que du bien, même dans mon entourage plus ou moins éloigné, il y a des gens qui m'ont conseillé de lire Hyperion. Apparemment, il est très bon, il est très complexe. Au tout début, quand tu rentres dans cet univers, l'auteur ne te prend pas par la main, du coup, tu es un peu perdu, tu sais pas exactement ce qui se passe à l'intérieur, mais au fur et à mesure que tu découvres l'univers, que tu découvres les ficelles scénaristiques et les complots qui se passent à l'intérieur, apparemment, tu es bluffé. Je sais pas si ça va être le cas. Comme je vous disais, j'ai jamais lu de Dan Simmons dans un registre de science-fiction. On verra ce que ça va donner. Du coup, on va être dans un monde où la fin
est proche. Les humains, ils s'entassent aux grilles du port afin de pouvoir s'acheter le ticket de sortie, afin de pouvoir faire ce calvaire. Mais les autorités ne veulent pas le laisser partir. Ils vont envoyer cette pèlerin venu de tous les coins de l'univers parce que je puis comprendre, c'est une sorte d'union galactique et sur le point de s'effriter, la guerre, elle est pas loin. Et ces pèlerins, ils ne se connaissent pas. Ils vont devoir arriver là-bas, ils vont devoir commencer à se connaître, ils vont mettre au point une stratégie peut-être afin d'aider l'humanité, afin de contribuer à sa survie. Je sais pas trop. Le synopsis nous dévoile une intrigue assez complexe. Je veux pas vous mentir, une intrigue assez complexe. C'est un peu intimidant, mais j'ai quand même envie de tester Hyperion de Dan Simmons. Prochain titre que j'ai trouvé, c'est The Catcher in the Rye, l'attrape-cœur en français. C'était le hasard complet, mais complet. En fait, dans une de mes anciennes vidéos, quelqu'un m'a parlé de l'attrape-cœur. Il était sur le point de découvrir ce titre et du coup, je me suis dit, oui, ça a l'air sympa. Je vais regarder le synopsis et je verrai bien à un moment donné si je le trouve. J'ai regardé vite fait, mais après ça me sortit de la tête. Et en faisant une randonnée dans une ville pas très lointaine de la mienne, j'ai checké les boîtes à livres et j'ai vu ce titre en anglais. L'auteur, il m'a l'air connu, mais je savais pas. J'ai pas fait le lien avec l'attrape-cœur, avec ce titre qui m'a été présenté dans le commentaire et je me suis dit, bon, je vais le prendre à la maison. Je vais voir le synopsis à la maison et si jamais ça ne me plaît pas, je vais le redéposer dans la boîte à livres. Et c'était l'attrape-cœur, sauf que c'est l'édition Penguin en anglais des classiques. Je suis contente d'un roman qui est très réaliste, très dur. On va suivre un adolescent qui a quitté son lycée. Il a été expulsé, il me semble. Il a fugué ensuite et il va avoir une vie très dure. Il va faire la connaissance des gens pas trop fréquentables et sa vie, ça va être une galère. On verra bien ce que ça va donner. C'est un classique et je vais le découvrir. Voilà. Ce titre-là, je l'ai vu notamment sur le BookTube anglophone. Les gens, ils aimaient bien, mais je me suis jamais penchée vraiment là-dessus. Et il y a quelques jours, quand j'étais en balade, je l'ai trouvé dans une boîte à livres et je me suis dit, pourquoi pas. Je parle de Tout le monde dans ce train est un suspect de Benjamin Stevenson. C'est une sorte d'enquête à la Agatha Christie. Ça me fait penser au Crime de l'Orient Express parce que c'est un murder mystery qui, cette fois-ci, met en avant des écrivains. 7 écrivains sont conviés à un festival qui met en avant le roman policier. À leur arrivée dans la gare, eh bien, ils sont juste 5. 2 d'entre eux potentiellement ont été tués. Je sais pas trop. Peut-être. Et du coup, nos écrivains, qui sont très connus dans le monde du polar, doivent résoudre cette enquête. Voilà, ça a l'air sympa. On verra ce que ça va donner. Il est tout neuf. Je pense qu'il a été lu une fois. Il a été déposé après la lecture dans la boîte à livres. Je verrai bien ce que ça va donner. J'ai pas non plus des attentes exceptionnelles, mirobolantes concernant ce titre, mais ça peut le faire. J'ai trouvé un Poké Marabout, Les yeux de l'ombre de Henry Verne. Je connais pas du tout cet auteur, je connais pas du tout cette collection, c'est la première fois que je trouve un marabout. J'ai entendu des belles choses là-dessus, sur les collections un peu fantastiques. Marabout fantastique, je sais pas. On verra bien ce que ça va donner. Mais je pouvais pas passer à côté, en plus c'est un tout petit titre qui mange pas de pain. Dans cette histoire, on va suivre deux compères, Bob Marne et Bill Ballantine. Ils vont être amenés dans un château moyenâgeux où règne l'épouvante. Il y a un scientifique un peu déréglé qui a créé une forme de vie. Je sais pas si c'est des robots, mais en tout cas, il a créé une forme de vie qui a des yeux tueurs. Tu les regardes dans les yeux et ça, c'est fini. C'est foutu. J'ai hâte. Je sais pas ce que ça va donner. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me donner votre avis. J'ai trouvé également un petit classique que j'ai lu par le passé quand j'étais au lycée. Il s'agit de The Great Gatsby. Cette fois-ci, c'est en anglais. De F. Scott Fitzgerald. C'est un classique que j'ai plus ou moins aimé. J'avais regardé d'abord le film avec DiCaprio qui m'avait plutôt plu, qui a été assez impressionnant. Et ensuite, j'ai lu le roman qui était un peu plus
terne comparé au film. En tout cas, dans mes souvenirs, je devrais le relire dans ce format, dans le format original, pour me faire à nouveau une petite idée et pour constater si j'ai vraiment aimé ou si je reste sur ma partie un peu dubitatif. Dans cette histoire, on va suivre Jay Gatsby, un jeune homme qui a l'air d'être très riche, un jeune homme qui a une sorte de villa où la champagne coule tout le temps, où il y a des invités, de la musique. Tout paraît être en fait tout le temps. Sauf que notre petite Gatsby, notre jeune millionnaire, il a un secret bien caché. C'est un classique, c'est une fresque de la société et j'ai envie de le relire dans ce format. J'ai trouvé également Les Brumes affamées, un petit livre d'horreur un peu surnaturel qui va mettre en avant une sorte de brume qui s'infiltre et qui va envelopper le destin de nos protagonistes à différentes époques. Dans ce récit, il y aura 3 points de vue, il y aura 3 femmes qui vont nous raconter leurs histoires à des époques très différentes. Il y a une femme qui vit dans l'époque moderne et qui va essayer de trouver un remède pour l'amnésie de son père, et il semblerait que dans une baraque qui se trouve pas loin de chez elle, elle pourra trouver des réponses. Il y a une brume qui enveloppe cette baraque et peut-être que cette brume, elle est liée également à l'amnésie de son père. Pareil, il y a le destin d'une dame des années 1500 qui paraît envoûtant, qui paraît lié à cette brume. Elle va déménager dans ce contrée enveloppée par la brume en compagnie de son mari, mais des choses étranges vont se passer. Également, dans les années 1800, cette brume est toujours présente. Il y a Rohan, une jeune orpheline qui va s'installer avec son tuteur et il va se rendre compte que des disparitions mystérieuses se passent dans ce patelin, tout en lien avec cette brume qui enveloppe les terres. Je ne sais pas exactement à quoi m'attendre, j'espère que ça va être un roman surnaturel, un roman horrifique, ponctué des suspens. J'espère que ça va être un peu mieux que Fog, James Herbert. Je m'attendais à toute autre chose, je m'attendais à un truc qui s'est rapproché un peu de The Mist de Stephen King, mais c'était un tout autre délire. J'espère que ces romans, ça va être plutôt dans la veine de The Mist que dans la veine de Fog de James Herbert, on verra. En tout cas, j'aime bien la manière dont ce roman il a été édité. On a des rentrées des journaux, on a des photos, on a des pages toutes noires où je pense qu'il y a des énigmes. En tout cas, c'est un livre très beau et j'espère juste que je vais adhérer au récit. J'ai trouvé un classique que j'ai lu par le passé, Le Haut des Hurlevents, mais c'est une édition qui date de 1959. J'étais étonnée quand j'ai trouvé ça dans la boîte à livres. Il y a le titre en anglais, The Wuthering Heights de Emily Bront, parce que à l'époque, il n'avait pas traduit. Et il y a même des illustrations. Si je peux trouver quelque chose ici, je vais vous montrer. Et j'étais étonnée. Je pensais que c'était un tout autre roman. Voilà. Je pensais que c'était un tout autre roman et quand j'ai vu ça à la maison, quand j'ai vu qu'en vérité c'est Le Haut des Hurlevents mais dans une édition vraiment ancienne qui est en très bon état, vraiment en très bon état. Si vous regardez Punish the Sinners, le roman de John Saul que j'ai trouvé en occasion, qui est plus récent que celui-là, vous allez voir la différence. Mon tome de John Saul, il est tout jauni, alors que celui-là, il est tout propre, tout blanc. Il date de 1959. C'est un classique d'Emily Bront. Apparemment, c'est le seul roman qu'elle a écrit de son vivant. C'est un écrit très dur, même si les gens d'habitude, ils le qualifient comme une sorte de roman d'amour. Non, c'est pas un roman d'amour, non. Pas du tout, c'est un classique qui met en avant une histoire de haine, de vengeance. Oui, il y a des sentiments qui sont présents ici, des sentiments amoureux, mais c'est pas un récit d'amour, ne vous trompez pas. C'est un récit très dur qui met en avant les vengeances, qui met en avant des complots, des très sordides, c'est très dur. On va suivre les relations tumultueuses des 3 jeunes personnes, des Catherine, des Heathcliff et des Harding, je pense. C'est le frère de Catherine, je me rappelle pas trop, ça date, je pense que je l'ai lu il y a une dizaine d'années, voire plus. Mais en tout cas, on va suivre ces relations conflictuelles
incestuelle entre ces trois personnages. Quand ils étaient enfants, Heathcliff, il a été ramené dans la famille des Catherine. Mais une rivalité s'est immiscée tout de suite entre Heathcliff et son frère aîné. À la mort du père de Catherine, son frère a rendu Heathcliff au rang des servants dans cette maison. Il n'était plus leur frère adoptif, mais un simple servant. Et l'animosité de Heathcliff, il a fait que grandir, que grandir. Et à l'âge adulte, la haine est toujours présente. Je vous dirai pas plus, j'ai envie de le redécouvrir, j'ai envie de voir ce que j'en pense à l'âge adulte de ce récit Wuthering Heights de Emily Bront. Et je vais vous présenter maintenant le seul récit que j'ai acheté à neuf, Le Roi Léo de Osamu Tezuka. C'est le récit qui a inspiré le Roi Lion des Disney et c'est un récit que j'avais envie de découvrir. De toute façon, les récits de Tezuka, ils sont très sombres. Il y a toujours une noirceur qui plane sur ce récit, même si ce dessin c'est un peu chibi, c'est un peu rondouillé, t'as l'impression que tout est bien, tout est joli. Mais en vérité, quand tu lis l'œuvre, pas du tout, pas du tout. Et ce titre, il ne va pas faire exception. Banja est un majestueux lion blanc. Il protège toute la forêt des braconniers et ces braconniers le considèrent comme un dieu. À un moment donné, ils arrivent à les tuer. Ils capturent la femelle de Banja, sa moitié, ils la mettent sur un bateau et ils vont la ramener en Europe pour l'enfermer dans un zoo. Sauf que cette dame, cette lionne est enceinte. Elle va donner naissance à une petite boule de poil qui s'appelle Léo, qui va réussir à s'échapper de ce bateau et qui va tenter de retourner sur cette terre natale afin de reconquérir le trône de son père et d'aider la population animale contre ces braconniers. J'ai trop envie. Voilà, j'ai trop envie de découvrir ce manga. C'est un one-shot. Trop hâte. On vient de finir la première pile, mais j'en ai encore deux tout aussi grande. Maintenant, je vais vous présenter quelques recueils de nouvelles que j'ai trouvés dans les boîtes à livres. Les meilleurs récits unknown qui regroupent la crème de la crème des auteurs du fantastique et de la science-fiction. J'ai pourrais finalement découvrir la plume des Robert Bloch dans un registre différent. Dans le registre de la science-fiction et du fantastique, j'ai trop hâte de découvrir tous ces auteurs qui sont présents ici. Apparemment, c'est un recueil de nouvelles assez rare, difficilement trouvable, j'en sais rien. J'ai jamais vu ce type de recueil jusqu'à présent, je l'ai trouvé par hasard dans ma boîte à livres et quand j'ai vu les auteurs qui étaient présents, je me suis dit ok, je vais te ramener à la maison et on va voir ce que ça va donner. Les deux prochains recueils de nouvelles, c'est un recueil de nouvelles écrit par Edgar Allan Poe. Les nouvelles Histoires extraordinaires et Histoires extraordinaires. J'avais déjà lu les nouvelles Histoires extraordinaires, mais quand j'ai vu la couverture de ces récits, je me suis dit, je vais remplacer mes tomes parce que ces couvertures sont plus jolies. Oui. L'esthétique, ça compte un peu, même si je sais que ça va être de très bonnes factures. Voilà. Histoire extraordinaire, je l'ai pas encore lu. Je sais qu'il y a certaines nouvelles, les trois premières nouvelles, La lettre volée, Le scarabée d'or et Assassinat dans la rue Morgue, que j'avais déjà lu. J'avais un autre recueil de nouvelles qui regroupait ces trois nouvelles, mais les autres sont inconnus au bataillon. J'ai trop envie de découvrir le récit d'Edgar Allan Poe. Regardez-moi juste cette couverture, elle est incroyable, je ne pouvais pas résister. J'ai trouvé également le premier tome de la saga Fondation qui porte le même nom, Fondation, de Isaac Asimov. J'ai entendu que du bien de cet auteur, j'ai jamais lu jusqu'à présent un récit de sa plume, mais ça va pas tarder. Dans ce récit, l'Empire intergalactique n'a jamais été plus prospère, n'a jamais été aussi grand. Mais vous savez, tout a une fin. À un moment donné, l'éminent professeur Henry Seldon va inventer une science, la psychohistoire, qui permet de prédire l'avenir de l'humanité, de l'Empire. Et selon ses calculs, selon cette science, eh bien, l'Empire n'a pas pour longtemps. Et le pire dans tout ça, c'est qu'après l'effondrement de l'Empire, il y a 3000 années des ténèbres qui vont s'abattre sur l'existence de l'humanité. Apparemment, ce temps, il peut être réduit seulement à 1000 ans si, et seulement si, il réussit à ramasser l'intégralité des connaissances de l'humanité. Dans ce contexte, il va essayer de créer le projet Fondation afin de réduire le délai, afin que l'humanité puisse s'épanouir à nouveau. La prémisse de ces romans est très intéressante et j'ai trop envie de découvrir des chefs-d'œuvre de la science-fiction. On va partir maintenant dans un autre registre avec une autrice dont j'ai entendu que du bien. Paradis
de Toni Morrison. Dans les années 50, en Oklahoma, les descendants des esclaves vont créer une ville, un village qui va s'appeler Ruby, à l'écart des hommes blancs. On est 25 ans plus tard et Ruby est toujours sous la tutelle des pères fondateurs qui ont une vision très dures de l'existence, qui ont mis en place des lois puritaines, qui ont mis en place des lois qui contredisent le sentiment d'appartenance de la population. On dit que c'est le paradis, mais ça ressemble plutôt à l'enfer pour ceux qui vivent à l'intérieur de cette communauté. Ça a l'air d'être un récit un peu sectaire sur les bords, ça a l'air d'être un récit très dur et j'ai envie de découvrir Paradis de Toni Morrison. Maintenant, je vais vous présenter le lot d'un concours que j'ai gagné. Pire que le mal de J.R. Bonansinga. Pire que la peur fait partie de la collection Pocket Terror et je suis très contente d'avoir gagné ce petit récit. Je veux découvrir l'intégralité de cette collection, bien que on sait tous qu'il y a des titres qui sont exceptionnels et des titres qui sont vraiment catastrophiques. J'espère que ce titre il va faire partie de la première catégorie. Dans ce récit, on va suivre Sarah, une stripteaseuse de 40 ans, une stripteaseuse désabusée, qui va se rendre compte à un moment donné, après un contrôle médical, qu'elle a une tumeur de cerveau inopérable. Sarah, après toutes ces années de souffrance qu'elle a passées, elle peut pas accepter son destin, elle veut pas mourir. Du coup, elle essaye de réaliser tout ce qui est dans son pouvoir pour se soigner. Elle essaye des thérapies, elle essaye d'auto-hypnose et, miracle, la tumeur commence à se rétrécir, voire à disparaître complètement. Sauf que ce miracle, il est arrivé avec un prix très lourd. Sarah a parfois des absences, elle ne sait pas ce qui se passe autour d'elle et quand elle revient à elle-même, elle se rend compte qu'il y a des membres de son entourage qui ont disparu. Elle se rend compte qu'il y a des gens qu'elle connaît qui ont été tués et elle commence à se poser des questions. Est-ce que c'est elle qui opère? Est-ce que c'est elle qui tue tous ces gens qu'elle connaît? La réponse, elle est cachée entre les pages de ce roman. J'ai hâte. J'ai trouvé également Silva de Philip K. Dick qui fait partie de la trilogie divine. C'est le premier tome de cette trilogie et je vous avoue que j'ai trop envie de découvrir ce récit. Vous savez déjà, Philip Dick fait partie de mes auteurs préférés de la SF et si vous ne le savez pas, vous le découvrez maintenant. Dans les années 74, une mystérieuse lumière rose communique à Horslow-Fat, je sais pas si c'est un institut, je sais pas si c'est un mec, tout simplement. Cette lumière lui communique des informations très importantes concernant l'avenir de l'humanité. Est-ce que cette lumière rose, c'est un extraterrestre? Est-ce que c'est une sorte d'intelligence artificielle créée par l'homme? On ne sait pas. Il y a beaucoup de mystères à l'intérieur de ce récit. Apparemment, c'est très bizarre, c'est très farfelu. Il y a des délires un peu psychotiques qui se passent dans ce roman. Ça m'étonne pas des Philip K. Dick, mais en tout cas, moi j'ai hâte de découvrir cette trilogie. J'ai trouvé également L'île des âmes de Pier Giorgio Puglisi. Ça fait des décennies que la Sardaigne est le terrain des crimes rituels qui concernent surtout des femmes, que des femmes. Les enquêteurs n'ont pas eu de réponse. Ils savent pas qui est derrière ces crimes atroces. Ils savent pas qui est derrière des mutilations. Ces affaires ont été classées comme non résolues. Mais maintenant, à l'heure actuelle, les rituels continuent. Il y a des nouvelles femmes qui ont été tuées au nom de la religion, potentiellement, au nom d'une secte, on ne sait pas exactement. En tout cas, il y a 2 policiers qui vont enquêter, qui vont découvrir un mystère très dense. J'ai trop hâte de découvrir ce titre. Je sais que la collection Totem des Gallimaster est excellente. Du coup, j'ai qu'une hâte de découvrir ce titre. J'ai trouvé également quelques titres qui font partie de la collection Librio. Premièrement, il s'agit de L'étrange lueur verte, suivi de Les mystérieuses études du docteur Drum. C'est un récit fantastique, horrifique, où il y aura des crimes atroces, il y aura des zombies, des gens qui vont sortir de la terre, des gens très puissants qui vont s'attaquer aux vivants, mais également d'une lueur verte qui assassine les gens à distance et qui détruit les bâtiments de Londres. J'ai hâte. Je connais pas la plume de John Ray. J'ai trop hâte de découvrir ce titre. J'ai trouvé également un petit librio mettant en avant les nouvelles d'Edgar Allan Poe. Double assassinat dans la rue Morgue. Je l'ai déjà lu, mais il y a également la nouvelle Le mystère de Marie Roget qui n'est
pas présent dans l'autre recueil de nouvelles que j'avais trouvé, Histoire extraordinaire. En tout cas, je ne l'ai pas vu dans le sommaire. On va suivre l'assassinat de cette dame, Marie Roger, qui apparemment était une dame sans histoire, était une dame calme que tout le monde aimait, mais qui a été trouvée assassinée sauvagement. On verra bien ce que ça va donner, mais en tout cas, moi j'adore la plume d'Edgar Allan Poe. Et finalement, dans cette collection, j'ai trouvé Gare au garou. C'est des histoires qui mettent en avant des loups-garous. Il y a des auteurs qui se sont appropriés le mythe des loups-garous et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vous avoue que j'ai pas trop lu des récits dans la littérature horrifique traite du loup-garou. J'ai L'or du loup de Robert McCammon dans ma palle, mais à part ça, je me rappelle pas. Vraiment, je me rappelle pas. Je sais qu'il y avait dans Twilight vite fait le mec, mais vraiment des récits fantastiques horrifiques, j'ai pas lu. J'ai pas lu des récits qui portent sur les loups-garous et je suis trop contente d'avoir trouvé cette petite merveille. On va continuer avec un petit SF signé Hugh Howey, le créateur de la saga Silo. Depuis que j'ai lu Silo, j'ai trop envie de découvrir les autres ouvrages de Hugh Howey. J'ai Outre Sable dans ma palle et cette fois-ci, j'ai trouvé dans la boîte à livres Phare 23. Depuis des millénaires, l'humanité utilise les phares pour diriger les bateaux. Maintenant, ce phare, il est à un tout autre niveau parce qu'on parle ici du voyage intergalactique. Il y a des phares dans l'espace qui aident les navires intergalactiques à se poser en sécurité sur les différentes planètes. En principe, ces phares sont indestructibles. Sauf que dans cette histoire, peut-être, il y a un peu de peps qui va se jouer. Apparemment, il y a des aliens, il y a des guerres intergalactiques. On verra ce que ça va donner. Cette fois-ci, l'action ne se passe pas sur Terre, mais dans l'espace. Et je suis vraiment curieuse de voir l'imagination de Hugh Howey. Parce que on est dans une thématique un peu marine, même si, voilà, on parlait de phares, mais cette fois-ci dans la galaxie. Bon, bref, j'ai trouvé l'adaptation d'un film que j'ai vu quand j'étais enfant, Waterworld. C'est un post-apo dans lequel les mers ont envahi la Terre, tout est submergé par l'eau et du coup l'humanité s'est créé quelques atolls artificiels sur lesquels elle essaye de survivre. Bien évidemment, tout n'est pas rose, il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de choses pas très orthodoxes qui se passent sur ces atolls. L'humanité rêve de la terre ferme, rêve d'avoir ce qu'elle a eu par le passé. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner parce que une adaptation de film. On a même l'acteur principal ici. Je suis vraiment curieuse de voir ce que ça a donné parce qu'à l'époque, je me rappelle avoir bien aimé le film. J'étais enfant en même temps. On verra. Franchement, on verra ce que ça va donner. Waterworld. Et on va continuer dans la même veine, Polaris Exode par Philippe Tessier. Dans ce récit, la Terre se meurt. Il y a l'eau qui commence à envahir le continent et il y a un projet. Il y a un projet pour sauver l'humanité. Et bien sûr, comme dans tous les projets, il y aura que quelques heureux élus. Le reste de l'humanité va devoir faire face à son destin tragique. Dans le projet Exodus, eh bien, on va choisir certains humains pour aller vivre à l'intérieur des océans pour recréer la société. Les autres qui vont rester sur Terre, eh bien, leur destin est déjà tracé parce qu'ils vont se noyer. Ça va être une guerre fratricide, ça va être un roman post-apo qui se passe dans l'eau. On verra que l'humanité est prête à réaliser pour survivre, ce qu'elle est prête à sacrifier. On verra bien ce que ça va donner. Je l'ai trouvé lors d'une vente des librairies. Il était un accès gratuit. Je suis curieuse. J'espère que je vais bien aimer la plume de ce monsieur parce que je connais pas du tout l'auteur. Les 3 bouquins suivants, comme le précédent, je les ai trouvés dans cette vente de librairie et du coup, ils étaient en occasion à prix très réduit. Je me suis pris U4 Corridwen de Yves Grevet. C'est un peu sur le même principe que les cobayes, même si j'ai pas la saga et je souhaite l'avoir. On verra des tomes distincts qui se passent dans le même univers. En fait, c'est un post-apo. 90% de la population a été décimée et il y a que quelques survivants. Apparemment, c'est des jeunes enfants ou des jeunes ados entre 15 et 18 ans, il me semble, qui ont survécu à cette maladie. Corridwen en fait partie. Elle doit se rendre à un endroit spécifique. Sa destinée
l'appelle. Elle est la seule survivante de son petit village. Elle prend un tracteur et elle va à la rencontre de sa destinée. Je n'en sais pas plus, c'est juste un post-apo. Ça avait l'air intéressant quand on parle des virus, quand on parle de la population qui est décimée. Je suis preneuse. Je me demande si c'est juste un virus, comme dans le fléau qui avait décimé la population, ou on se rapproche un peu des romans zombiesques où il y a des revenants. J'en sais rien. Le synopsis est assez mystérieux. On sait juste que cette petite fille, ou cette jeune fille, voilà, elle va à la rencontre de sa destinée dans un endroit spécifique. Elle est une survivante. Voilà, si vous en savez plus, n'hésitez pas à me donner votre opinion. J'ai trouvé également l'étrange vie des Nobody Owens. J'aime bien la plume de Neil Gaiman. J'ai déjà lu Coraline et j'ai aussi lu une nouvelle qui faisait partie des Twice Cursed. C'est un recueil de nouvelles fantastiques horrifiques où on avait des sortes de reprises de contes. Cette fois-ci, on va être dans un registre un peu plus fantastique, horrifique qu'autre chose. Notre Nobody Owens est un gars très très spécial. À la base, il est orphelin, il vit dans un cimetière et il a été élevé par des fantômes. C'est le meilleur ami d'une sorcière décédée il y a des centaines d'années, d'une sorcière qui a été brûlée vive il y a des centaines d'années de cela, et il est protégé par un mystérieux non-vivant, Silas. Apparemment, sa vie en danger parce que ceux qui ont tué ses parents on a après lui, et du coup, notre garçon, notre Nobody Owens, il est obligé de rester dans ce cimetière. Cependant, la vie l'appelle, et je pense qu'il a envie de découvrir plus le monde, je pense qu'il a envie d'aller au-delà des portes de ce cimetière. On verra bien ce que ça va donner. En tout cas, moi, je suis très très contente d'avoir trouvé ce roman et je suis curieuse ce que ça va donner. Voilà, voilà. Je me suis acheté également La leçon du mal de Yusuke Kishi. Ce titre, il est comparé souvent avec American Psycho de Bret Easton Ellis parce que le personnage principal, c'est un psychopathe. Teiji Hasumi est le professeur, disons, le plus en vogue de son lycée. C'est une figure importante à l'intérieur de son bahut. Il est toujours là pour ses élèves, il est toujours là pour tous les autres profs. Il est le premier à aider son prochain. Cependant, il a un lourd secret. C'est un psychopathe, c'est un meurtrier et bientôt son secret sera percé à jour. 3 élèves qui font partie de sa classe ont vu son vrai visage. Ils ont regardé au-delà des apparences qui, cette fois-ci, ma foi, sont trompeuses et ils se sont dit qu'ils vont révéler le secret de ce prof aux yeux de tout le monde. Cependant, c'est pas facile, surtout quand on a devant nous un psychopathe qui est prêt à tout pour accomplir ses noirs désirs. J'ai entendu que des bonnes choses le concernant et j'ai trop envie de découvrir cette belle brique. Et on va retourner maintenant aux 3 derniers titres que j'ai trouvés dans des boîtes à livres. Et je suis vraiment très contente, très contente. Parce que c'est pas souvent que je trouve de l'horreur dans les boîtes à livres. Bon, il y a des exceptions, il y a parfois des moments où je trouve beaucoup, mais en ces moments, c'est un peu plus raréfié, je trouve plutôt de la SF. Le premier titre, c'est Relic de Preston and Child. Je connais pas la plume des auteurs, j'ai un autre titre d'Amapal, Le sortilège de la cité perdue. J'ai entendu que du bien, mais potentiellement, j'ai fait commencer par Relic, parce qu'apparemment, c'est le premier tome d'une saga mettant en avant un archéologue qui a affaire à des sujets un peu délicats, qui a affaire à des cas un peu horrifiques liés à des reliques, à des cités perdues, etc., etc. Dans ce récit, on va être devant un groupe d'archéologues. Ils sont au fin fond de l'Amazonie en essayant de trouver des reliques anciennes. Mais à un moment donné de l'histoire, ils vont se faire massacrer. Le fruit de leur recherche va être ramené en Amérique et des années plus tard, ils vont être exposés dans un musée, dans le cadre d'une exposition concernant les superstitions. À partir de ce moment-là, une série de crimes atroces se déclenche et on va se rendre compte que ces crimes sont vraiment liés aux reliques qui ont été découvertes en Amazonie. Je suis curieuse ce que ça va donner. Le synopsis, même si je sais que ça n'a rien à voir, me fait penser un peu au roman Les Ruines qui se passe au Mexique. J'ai hâte de découvrir ce petit roman.
je me suis procuré également dans une boîte à livres Amityville, La Maison du Diable de Jay Hanson. Je suis curieuse de découvrir ce roman, mais en même temps, j'ai une petite appréhension parce que j'ai pas entendu de belles choses le concernant. J'ai entendu que la prose, elle est pas top, voilà. Je vais pas vous mentir, j'ai entendu qu'elle est vraiment pas top et que c'était écrit un peu d'une manière un peu sensationnelle pour ramasser un peu plus du fric, pour faire des ventes et des ventes et des ventes. On verra ce que ça va donner. Apparemment, c'est inspiré des faits réels. Je crois pas trop. Voilà, je crois pas trop. Mais on verra. Dans cette histoire, on va suivre une famille qui va s'installer dans une nouvelle baraque. Il me semble qu'ils savent pas au tout début qu'un crime horrible s'est passé dans cet endroit. Mais en tout cas, la baraque, elle était pas trop chère. Du coup, ils se sont installés là-dedans. 28 jours plus tard, ils vont s'échapper de cette maison maudite. Parce qu'il y a des apparitions surnaturelles, ils ont vécu l'enfer là-dedans. Ils peuvent pas s'expliquer ces apparitions, ces bruits bizarres, ces lueurs étranges qui les ont angoissés pendant cette période des 28 jours. On verra ce que ça va donner, je suis curieuse, en tout cas, je vais lui donner sa chance. Et si ça passe, tant mieux, si ça casse, il va retourner dans la boîte à livres et quelqu'un d'autre va se réjouir en le lisant. Et finalement, la cerise sur le gâteau, j'étais tellement contente quand j'ai trouvé ce titre dans la boîte à livres, c'est Horror Short Stories par des auteurs très connus. Il y a du Lovecraft, il y a du Poe, il y a du Bram Stoker et je suis tellement contente d'avoir trouvé ce bouquin. Il est neuf. Je pense qu'il a été lu juste une fois et après, il a été laissé là-bas. Il est cartonné en plus. C'est un vrai beau bouquin. En plus, il est en anglais. C'est des très bonnes factures. Je vais me faire un plaisir. Franchement, je vais me faire un plaisir. Regardez-moi, même à l'intérieur, sans jaquette. C'est super. C'est super. La meilleure trouvaille. Je pense que c'est une de mes meilleures trouvailles de ce book haul. Je pense que c'est une de mes meilleures trouvailles dans la boîte à livres de ces derniers temps. En tout cas, moi, je suis toujours contente de trouver des bouquins dans la boîte à livres, mais celui-là, il m'a fait plaisir. Vraiment plaisir. Voilà les amis, après cet immense book haul interminable de l'enfer, c'est enfin fini. Dites-moi ce que vous pensez, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, dites-moi en commentaire par quel titre je devrais commencer. En tout cas, je vous fais plein bisous, que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde, bisous.